Salut, c'est Nimésia et bienvenue dans mon Scroll Talk. Alors, sur les réseaux, je m'appelle Nimésia ou la meuf là, donc c'est un peu la particularité, mais généralement j'ai l'impression que les gens me reconnaissent de plus en plus sous la meuf là. Et je suis créatrice de contenu depuis un bon moment maintenant, ça fait un paquet de temps. J'ai commencé sur Instagram et sur Twitter. Et maintenant, je me suis un peu diversifiée sur TikTok, un peu YouTube où je commence et tout, et beaucoup Twitch, j'allais oublier Twitch. Mais évidemment Twitch aussi où je stream occasionnellement et où je me régale aussi. Alors moi, j'ai commencé à créer du contenu, genre franchement, j'avais vu que mon compte Twitter, il remonte à 2011. J'ai l'impression que c'est un peu... Il y a beaucoup de gens qui ont un compte Twitter qui remonte à aussi longtemps, mais il n'a pas été aussi pertinent dès le départ. Au début, je réagissais à l'actu, à la télé-réalité, mais de manière très personnelle. Et en fait, ouais, j'ai commencé vraiment Twitter, je pense, quelques années après. Et à côté, j'avais vraiment Instagram où c'était vraiment... j'allais dire purement esthétique, où je faisais des shootings photos, etc. Donc il n'y avait rien de très incarné. Mais sur Twitter, après, vu que j'ai commencé à faire du troll, là, on a commencé à rigoler. Alors moi, là-bas, j'ai commencé à faire du tweet troll sur Twitter. En fait, c'était malgré moi. Je pense que ça s'est fait un peu naturellement parce je crois que c'était 2021, donc c'était il n'y a pas si longtemps en vrai. J'avais posté un tweet qui a buzzé malgré moi, où en fait, à l'époque, il y avait une espèce de bug sur Instagram et vu que je traînais beaucoup là-bas, je pose la question en disant désolé, je passe du Coca Light, mais Instagram est down, enfin je sais pas, je le dis comme ça. Et c'est une expression qui a évidemment est détournée. Est-ce que j'ai fait exprès ou pas? Mystère d'internet. Mais en tout cas, je sais pas, je l'utilisais assez régulièrement. Et le truc explose malgré moi. Enfin vraiment, c'est partagé partout, par des médias, à la radio. Mais vraiment, alors que j'ai été prise par un truc qui un peu m'a dépassée. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y a eu un espèce de recette entre le fait, je pense, que je sois une meuf, que j'utilise une expression un peu erronée et tout ça, qui a fait que ça a créé, encore une fois, malgré moi, un personnage. Et de là, je me suis dit, ok, il y a un truc un peu marrant à faire, un peu parodique, et justement, de là est né un peu le troll, donc cette idée un peu absurde de prendre au piège les gens qui me lisent, quoi, tout simplement. Ma réaction quand j'ai vu que ça a pris tant d'ampleur, je me suis dit, mais alors de encore une fois, j'étais dépassée. Il y avait beaucoup de gens qui en rigolaient et ça, je trouvais ça trop fun. Vraiment, il y avait un truc un peu même fédérateur dans l'idée un peu de s'amuser. C'était très bon enfant et je pense que c'est une époque de Twitter, on va alors avoir l'occasion d'en reparler, mais dont je suis un peu nostalgique. Et il y a un côté, un peu moins fun où il y avait des gens aussi qui étaient là aussi pour se foutre de ma gueule et qui étaient vraiment très premier degré. Mais en même temps, ça faisait partie un peu du jeu de jouer sur cette ambiguïté de est-ce que je suis premier degré ou pas du tout, et au final, entre guillemets, de capitaliser là-dessus. Donc, un peu un sentiment mélangé, mais quand même, il y a un truc de ok, le gag est né de là, on va dire, et c'est drôle. Je crois qu'à cette époque-là, j'étais déjà sous le nom de Nimésia, mais j'étais pas la meuf là. La meuf là, c'est né après. Alors j'avais un pseudo à la con à la base qui était Marie Pataki. Je m'en suis souvenue il n'y a pas si longtemps parce qu'en fait c'était en rapport. Alors attendez, s'il y en a qui sont un peu des OG, vont se souvenir du dessin animé qui passait sur TF1 qui était Et Arnold. Donc le mec qui avait une tête allongée comme ça. Et il y avait notamment une meuf qui était amoureuse de lui mais qui lui faisait subir la pire des choses au quotidien, etc. Et qui était vraiment... elle avait un monosourcil, elle était géniale. J'adorais moi ce personnage-là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma photo ou quoi? Et quand elle rentrait le soir, en fait, on se rendait compte qu'elle badait Arnold. Et elle s'appelait Elga Pataki. Et moi, j'adorais déjà la sonorité de ce pseudo. Et même le personnage complètement un peu paradoxal. Et du coup, Marie Pataki, voilà. C'est pas rapport avec mon histoire perso. Hein. J'avais pas de haine contre un mec ou quoi. Pas à cette époque-là. Alors la meuf là, alors Nimésia, ça s'est fait, je pense, assez rapidement parce que je l'étais déjà sur Instagram. Pour Nimésia, je voulais un pseudo qui était concis en un seul mot et qui était assimilable à un prénom pour qu'en fait, sur les réseaux, on ne me retrouve pas derrière des chiffres, derrière quelque chose qui soit... et sans non plus que ça soit mon vrai nom, quoi. Donc un pseudonyme. J'aimais bien la sonorité de Némésia, qui est une fleur.
Moche d'ailleurs, mais c'est pas la question, mais que j'aime pas trop. Et sinon, j'avais Némésis. Némésis d'ailleurs, qui avec le temps a été repris par un groupe identitaire d'extrême droite et qui se veut féministe. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, c'est un euphémisme. D'ailleurs, on confond souvent maintenant avec Némésis. J'en suis ravie, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et pour ce qui est de la meuf là, bah en fait c'est juste parce qu'un jour un type a écrit, je crois sur Twitter, putain mais si tu sais la meuf là qui écrit n'importe quoi sur Twitter et tout. Et je trouvais ça tellement impersonnel et à la fois trop marrant parce que les gens m'ont identifié tout de suite à la meuf là. Et du coup je me le suis approprié, je me suis dit bah en fait ouais grave cool, la meuf là, c'est à la fois hyper impersonnel et à la fois c'est moi. Voilà. Moi j'adore l'humour absurde, tout ce qui est sarcastique ou quand on dit l'humour anglais ou des choses où justement cynique, très second degré où on ne sait pas, justement on a du mal à identifier si c'est de l'humour ou pas. Moi j'adore, ça me fait mourir de rire. Ouais, j'aime bien cette idée de jouer avec les codes, on va dire justement de l'absurde, de l'autodérision aussi. J'aimais bien effectivement Eric et Ramzy dans les plus populaires. Il y a, après, quand Internet est arrivé, j'aimais bien Antoine Daniel, évidemment, avec What the Cut. Et quand ça arrivait, c'était un peu vraiment le type d'humour que j'aimais. C'est-à-dire vraiment, encore une fois, ce truc-là, à la fois moqueur, mais à la fois, ouais, pas forcément méchant, mais juste, voilà, assez fin, et puis très culture Internet. Salut, bande de meurtriers récidivistes. Ça, j'adore. Et ouais, donc c'est plutôt mes références. En fait, tout ce qui était... ouais, sur Internet, des premiers trucs populaires, mais dans le sens populaire, j'allais dire du peuple. Un truc où c'est autour d'une bonne bière, tu rigoles de ça. Moi, j'aime bien cette ambiance-là, un peu, pas potache, mais ce truc-là, ouais, ouais, un peu pote. L'humour, alors moi, ça va, j'ai de la chance d'avoir un entourage, j'ai toujours un entourage qui était très marrant. Je sais que c'est pas un truc où j'ai jamais vécu dans la rigidité, et au contraire, ouais, de ma famille, de mes parents, toujours à rigoler ou à vite tourner en dérision. Mon père, je sais qu'il a vraiment ce côté blague de papa. Vous savez, les blagues où il te la raconte 50 fois à chaque dîner de famille et tu te dis, putain, il y a tout le monde qui rigole parce que peut-être c'est la première fois qu'ils l'ont entendu, toi ça fait la 50e. Et j'aime bien cette idée-là justement et puis même mes potes, enfin moi ça a toujours été la qualité première que je préfère chez les gens. C'est le truc qui me séduit chez les gens, chez mes potes, chez trucs. Je garde mes potes uniquement parce qu'ils sont drôles. Après ils ont beau être moches, c'est pas grave, puis on fait avec. Qui me fait rire, mon mec me fait rire, heureusement. Encore une fois, tous mes potes. Moi mes potes, c'est pour ça il y a un truc aussi, on a toujours dit ouais, les meufs elles sont pas drôles, machin truc. Mes copines, mais putain c'est que vous traînez pas avec mes potes parce que vraiment elles sont hilarantes. Et du coup, moi c'est ça qui m'inspire en fait, alors c'est pas un truc de faut rire de tout dans la vie, machin truc, ça, allez, vas-y. Mais d'avoir au moins des gens qui ont un peu cette... parce que l'humour, on dit que c'est l'intelligence, et que c'est une forme d'intelligence, et j'aime l'idée, cette intelligence-là me fait plus vibrer que, j'allais dire, une intelligence institutionnalisée, j'allais dire, de la culture, de l'apprentissage. Moi, je me dis, quelqu'un de drôle, tu passes un bon moment. Sur Internet... Putain, je réfléchis comme si vraiment... à part moi, je vois pas. Non, vraiment, déjà, en meuf, par exemple, il y a Fanny, que je trouve trop drôle. Tu peux me lire l'entrée, là? Parce que j'ai pas mes lunettes et je suis presbyte. C'est toujours mieux que d'être casse-couille. Oh ouais, ça va bien, tu me parles autrement, hein. Tu me dois un peu le respect quand même, je suis ta mère. J'aime, mais en tout cas, même les meufs qui rapportent un truc... frais, authentique. Même dernièrement, on a vu la montée de Anime. J'ai ouvert la boulangerie. J'ai dit, j'ai ouvert la boulangerie. Il y a aussi un compte, je crois que c'est un mec qui s'appelle Volpère. Je le trouve hilarant. Prochain vue, piste 22 droite en restant sur la mer, maintenez 2000 pieds. J'ai absolument rien compris. Moi, c'est le genre d'univers qui va me toucher de par l'authenticité du truc et de me dire ok, on sort un peu, en plus surtout sur Internet on a eu toute une vague une période ultra produite, etc. C'est pour ça que j'aime bien quand il y a des gens qui sortent un peu du lot, qui viennent pas forcément avec de la thune mais avec un peu un esprit quoi. Moi ce que j'adorais du coup c'est effectivement il y avait Skyblog, il y avait MSN. MSN je l'ai eu
Je peux vraiment dire que je suis une OG de OG parce que vraiment, je l'ai eu, voilà, je devais avoir 10 ans, ce qui était vraiment les tout débuts. Et c'était mon papa qui avait installé ça. Alors lui, c'était pour le taf, c'était un peu son, je sais pas comment c'est son Teams de l'époque, etc. Je me disais, mais c'est incroyable. Et quand mes potes commençaient à venir dessus, je me suis dit, mais ce truc est fou. C'est sûrement le truc où je suis le plus nostalgique d'Internet. C'est vraiment MSN, alors qu'on a plein de trucs Messenger et tout. Mais ça, j'adorais. Skyblog, alors là, j'en ai eu mes 150. J'étais graphiste dans l'âme. On mettait des lettres. On alternait lettres minuscules, lettres majuscules, le truc qui était illisible. J'avais des biographies, comme si j'avais vécu 50 vies et que j'étais brisée, que mon cœur était brisé, alors que, évidemment, non. Non, il y avait trop de trucs. J'ai eu beaucoup de Skyblog. J'ai eu, après, au lycée, forcément, il y a eu Imul, où on téléchargeait des films. Alors, parfois, t'avais beau télécharger Bob l'éponge, le lendemain matin, c'était pas Bob l'éponge que t'avais. Ferme les yeux, Bob. Il faut que je prenne ma pause. Je suis trop contente d'être née au moment où on a découvert ça. Je postais sur Facebook. En fait, c'est marrant parce que là, je remarque parfois avec notre utilisation, par exemple, d'Instagram, c'est que je postais tout l'album photo. Je partais avec mes potes, on faisait des sessions photos, mais ça, c'était trop bien. Avec mes copines, on partait juste l'après-midi avec un vieil photo un peu hybride où on partait dans la nature, on tapait des pauses, on avait un espèce de chemin de fer qui était évidemment condamné, vieux chemin de fer où on marchait un peu, c'était un peu l'époque Tumblr où vraiment pareil, encore une fois, on était vraiment dans des moods, on vivait des aventures, en plus avec des vieux filtres, des vieux filtres qui étaient sur photofiltre. D'ailleurs, même ça, antiquité. Et on partait tout l'après-midi, on faisait plein de photos et on postait tout sur Facebook, vraiment. Et les gens se tapaient 200 photos de nos tronches en train de faire des trucs. Et c'est là où j'ai posté mes premiers statuts Facebook qui après sont devenus mes tweets en fait. Et on peut ressortir des trucs où j'avoue, j'étais vite fait marrante. Et ce que je me souviens aussi sur Facebook, c'était l'anniversaire. Oh, mais moi, je comptais, je répondais à peine aux gens, mais pour qui je me prends Madonna, tu vois. Mais genre vraiment, le cumul de messages d'anniversaire, les gens t'écrivaient parfois juste HB au lieu de Happy Birthday et t'étais refait, t'étais en mode ouais, j'ai eu beaucoup de messages pour mon anniversaire, ouais. Donc non, il y a encore plein d'antiquités parce que je veux pas bafouer ça, mais de là, me les taper tous les soirs en regardant, peut-être pas. Je crois que mes premiers souvenirs, surtout par exemple sur YouTube, je pense comme tout le monde, il y a vraiment le côté mainstream où il y avait tous les créateurs YouTube, humour, etc. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a qu'on regrette moins que d'autres. Mais il y avait 10 minutes à perdre dans le terme d'humour absurde incroyable. Tu pleures? Non, c'est parce que j'ai bu du coca trop vite. Encore une fois, What the Cut quand c'est arrivé, avec Antoine Daniel, Mr V, incroyable. Moi, j'adorais l'idée que justement les gens étaient créatifs. C'était incroyable. Natou, qui aussi est toujours incroyable aussi dans la performance. C'était trop bien. En fait, je me souviens, et pareil, je suis nostalgique de la découverte et le fait qu'on était dans l'attente d'une vidéo et que c'était vraiment l'événement quand il y avait une nouvelle vidéo YouTube de ces gens-là. Donc c'était trop bien. Moi, ça me faisait rêver en tout cas. Je me disais, waouh, c'est trop bien. Moi, j'ai pas voulu, non, ça me m'effleurait pas. Puis en plus, il y avait un truc encore où je viens de citer Natou, mais c'était encore une fois très stéréotypé. L'humour appartient aux mecs. Donc à aucun moment, je me voyais dans cette espèce de bande de potes, un peu potache, un peu truc. Je trouvais ça génial à regarder, mais je pense que je m'identifiais pas du tout, en tout cas dans l'idée de ok, je peux être créatrice dans ce sens-là. Natou, pour moi, elle était un ovni vraiment à part, qui était vraiment spécial. Pareil, elle avait tellement un univers aussi, elle avait une espèce de cochon là qui couinait là, c'était trop drôle. Il est trop beau, il est pareil que dans la petite annonce. J'arrivais pas à me dire ok, ça peut être mon coup. Et alors que par contre, tout ce qui était encore une fois très stéréotypé, féminin, avec les vidéos YouTube beauté, etc. C'est quelque chose où je rêvais plus. Alors qu'en soi, c'était pas mon truc, quoi. Alors, mes premiers posts Instagram, c'était très kitsch, mais en même temps, j'adore. Je les ai toujours en archive. C'est mes copines à la plage. Ça va très Martine. Martine va à la plage avec ses copines. Mais vraiment, ouais, c'était des trucs très basiques. Avec ces vieux filtres Rétrica, on retouchait sur des applications externes et tout. Mais j'ai trop de tendresse pour ça. Parce que c'est aussi un Instagram, les premiers trucs, quoi, les trucs hyper
hyper spontané. Et je suis allée regarder mes likes la dernière fois, mes likes Instagram, les premiers. Alors j'avais Jean-Baptiste Monnier, chanteur des choristes à l'époque, qui était un des premiers likes. Après, il n'y avait que des trucs. Il y avait une influenceuse qui faisait des looks. Alors aujourd'hui, c'est marrant parce qu'à l'époque, c'était vu évidemment comme l'influenceuse la plus... enfin, je pense la première vraie influenceuse aussi. Je sais plus son nom, mais elle avait les cheveux rouges, Enfin bref, elle avait des leggings motif aztèque. Enfin, c'est comme ça qu'on les a fait. Et moi, j'étais comme une dingue. Je me disais, tiens, mais c'est trop stylé, il me faut ça. Et forcément, on s'habillait comme elle. Aujourd'hui, on regarde ça évidemment avec un œil de waouh, on revient de loin, on a vu la guerre. Mais vraiment, non, j'adore. Alors, le problème de Twitter, c'est que c'est quand même assez limité pour capitaliser financièrement dessus, puisque il n'y a pas de monétisation à proprement parler. Mais l'idée, c'était un peu du coup de même sur Instagram, arriver à quelque chose qui rentre aussi dans cet univers-là, d'être moins figé, voilà, et de plus incarner, ou même quand les gens venaient sur Instagram, disaient putain, voilà, c'est un peu, voilà, tes stories, elles sont gauleries, enfin, tout ça. Il y avait cette considération-là de mon univers, et c'est comme ça, au final, que ça s'est concrétisé, même en termes de revenus, de professionnalisation, que j'ai pu quitter mon taf aussi entièrement et me dire ok, je me consacre à quelque chose où je peux pleinement m'épanouir là-dedans, quoi. En fait, alors moi, vu que je travaille donc, dans une boîte qui s'appelle Jacker, qui s'appelle toujours et qui est incroyable, qui fait des sapes un peu streetwear, un peu mode urbaine, on va dire. Alors, je trouve que le terme est tellement... Mais j'ai quel âge, quoi? La mode urbaine, pardon à eux, hein, vraiment, ils ne méritent pas ça. Moi, je bossais dans la com chez eux, sachant que je n'avais jamais bossé dans ce domaine-là avant. Ils m'ont pris parce que sur Insta, à ce moment-là, je performais bien, c'était cool. Et du coup, en vrai, c'était hyper cool le temps où ça a été. Il y a eu le Covid. Je me suis dit, ok, c'est ma chance, il faut que je me casse à Paris, parce qu'on était à Montpellier. Il faut que je me casse à Paris et que je vois la grande ville et que je découvre des humains qui viennent de la grande ville. Et je l'ai fait de manière très très spontanée et même audacieuse, parce que vraiment, je gagnais pas de quoi me payer un appart, le loyer dans Paris, quoi. Mais je me suis dit, quitte à bouffer des carottes crues pendant des mois, je suis chaud, je veux vivre le truc à fond. Donc avec un peu d'audace, je pars à Paris. Et à ce moment-là, en fait, forcément, distance n'aidant pas à continuer à collaborer ensemble, on s'est dit, bon, ça va pas être simple, vaut mieux qu'on arrête. Enfin, ils ont été très cool parce qu'ils l'ont fait de manière assez souple. Et voilà, je suis arrivée à Paris, je bosse un peu de mon côté pour d'autres boîtes et tout en communication. Et après, je me dis, là, il faut que je me lance sur Twitch et que je découvre un autre truc et que là, je teste d'autres terrains et d'autres contrées. Le peu de ma famille avec qui vraiment est concerné, on va dire, par ça, ils m'ont dit, enfin vraiment, ils y voyaient, mais aucun inconvénient. Ils n'ont pas du coup tous les réticences, j'allais dire, que peut-être une ancienne génération parfois peut avoir sur ça. Au contraire, ils sont très compréhensifs. Enfin, après, j'ai un tempérament qui est très tête sur les épaules aussi, hein. Donc, c'est-à-dire que si je dis un truc et j'annonce, c'est pas juste, ok, tout feu, tout flamme, je fais un truc et après on verra et en fait c'est la merde et tout. C'est que je savais, j'étais assez solide sur mes appuis. Et que quand bien même je me foire, je savais encore une fois que j'étais solide sur mes appuis et que je me suis dit ok, non, ça va être sympa. Mais je me mettais beaucoup plus de pression à moi qu'à n'importe qui. Je comptais pas sur l'encouragement de qui que ce soit. Je me suis dit ouais, il faut que j'y arrive. Et là, putain, mais là... Par contre, moi, je me mettais une pression de malade, hein, surtout pour Twitch. Au moment où je commençais Twitch, j'ai eu énormément de stress parce que j'ai toujours existé sur Twitter, donc vraiment à travers l'écrit, sur Instagram de manière assez figée avec des photos. Je m'étais jamais filmée, j'avais jamais parlé. Et en fait, c'est quelque chose mais je pense comme beaucoup de créateurs qui au début veulent rester dans une forme d'anonymat, on s'enferme un peu dans ce truc-là où en fait on crée un espèce de mythe et de fantasmes, mais alors fantasmes dans tous les sens du terme, hein, mais c'est vrai que les gens se disent « Oh putain, elle doit avoir la voix comme ça », ou même des gens, je sais pas, qui arrivent masqués, quand ils dévoilent leur visage, forcément les gens sont en mode « Ah oui, c'est juste un humain normal, comme on n'avait pas... ouais, comme on n'imaginait pas », mais en fait, voilà. Donc en fait, il y a cette espèce de stress où je me dis « J'ai peur d'être la déception incarnée », enfin vraiment comme c'est vraiment tout reposé sur ma vie et mon existence. Et puis aussi même... d'un autre côté un peu plus terre à terre professionnellement, parce que moi Twitch me plaisait de ouf d'un point de vue extérieur. Je me suis dit là je vais me lancer, si ça ne me plaît pas il faut que j'aille retourner taffer, voilà. Puis même j'allais dire la plupart des gens ils commencent Twitch
c'est pas tout de suite hyper lucratif, quoi. Enfin, faut quand même truc. Donc, je me suis mis la barre super haute en mode j'ai une communauté, il faut que je la transforme, que je la convertisse, que je la séduise, etc. Et puis, qu'il soit pas effrayé de ma voix ou je sais pas, ou de ma manière d'exister dans mon environnement. Donc, ouais, c'était beaucoup d'enjeux. En tout cas, moi, je l'ai pris comme beaucoup d'enjeux d'un coup. Alors, le premier live était chaotique, vraiment, avec vraiment, j'étais en stop motion apparemment, vraiment le truc chaos. Mais petit à petit, ça a vraiment pris et c'était trop bien parce que c'était libérateur pour moi d'avoir ma personnalité, d'être spontanée. Franchement, j'avais pas de ligne édito, on était juste en train de se marrer. Enfin, vraiment, on parlait de tout, on pouvait, on était dans du React, mais râler pâquerette, vraiment, avec des émissions MTV, tout, ce qu'on fait toujours, mais j'aimais trop l'idée que les gens viennent pour juste passer un bon moment et qu'ils n'ont pas d'attente absolue et profonde me concernant, quoi. Depuis que j'ai mon permis, j'ai arrêté de conduire parce que, pour des raisons personnelles, en fait, tout simplement. Y a pas un truc qui a explosé, là ? Et puis je me rendais compte qu'il y avait de la place pour tout le monde et pour les personnalités de tout le monde. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire, c'est React avec l'absurdité que j'ai et l'échange avec les gens. Puis il y a ça aussi, sur Twitch qui est hyper intéressant, c'était surtout le côté immédiat de l'interaction avec le chat et tout, que j'avais pas, que j'ai sur aucun autre réseau de toute façon, même actuellement. Donc ça, c'est un réel. En fait, quand j'ai commencé Twitch, c'était au moment où Twitter, pour moi, est commencé à rentrer dans le côté vraiment sombre de Twitter, c'est-à-dire beaucoup de haine, tout l'aspect premier, jouer avec les codes premier, second degré, etc. Ça devenait de moins en moins possible parce que tout était terrain fertile à se faire insulter, à se faire agresser. D'ailleurs, j'ai mis longtemps à faire mon deuil de Twitter. Et en parallèle, Twitch a ramené ce truc, encore une fois, très spontané. Et le côté où c'est des gens qui font quand même la démarche de venir te voir en live. Et puis en plus, il y a ce truc-là où je pense que même naturellement, on a moins envie de piquer quelqu'un qu'on voit réagir immédiatement. Enfin, c'est moins aussi facile que sur Twitter ou vraiment même sur les autres réseaux où on n'est pas en direct avec les gens. Et l'interaction est beaucoup plus saine. Donc en fait, j'ai commencé vraiment à évoluer sur Twitch, à me dire « Ok, c'est trop cool, je me libère ». Et à ce moment-là, malheureusement, Twitter, c'était la fin pour moi et j'en suis partie. C'est horrible, mais vraiment... Non, vraiment, j'ai eu du mal à accepter ça parce que forcément, c'est là où j'avais ma plus grosse communauté et celle avec laquelle j'étais plus attachée. Et de devoir accepter que c'est fini. J'ai jamais voulu tout arrêter. Franchement, non. J'ai toujours fait de manière mesurée. Alors, c'est toujours ce truc-là où on se dit j'en ai ras-le-bol. Et tous les jours, j'ai ras-le-bol de plein de réactions. Même actuellement, là, ça m'arrive encore hier. Sur une publication, je remarque malheureusement quand même que les réseaux, il y a ce truc très passionné qui s'intensifie où les gens osent vachement plus être dans l'agressivité, dans l'extériorisation de la frustration, etc. Et donc vraiment, c'est très difficile d'exprimer une opinion sans se faire agresser. Et c'est un truc où c'est très compliqué, quoi. Mais de là à me dire j'arrête tout, non. J'ai toujours adapté, on va dire, mon contenu à mes émotions, à comment je me sens, comment je réceptionne les choses. Et voilà. Et me dire, ok, si je dois tout changer, je change tout. Mais je me dis, j'aime trop Internet. J'aime trop Internet et tout ce qu'on vient de dire là par rapport aux souvenirs que j'ai, où j'avais 50 Skyblog et tout. Je sais, alors c'est très neuneux, mais la gamine qui était dans sa chambre avec son appareil dentaire qui faisait un Skyblog, si je lui dis demain tu en vis et tu seras payé pour ça, tu recevras des cadeaux, des choses, des opportunités là-dedans, et des rencontres surtout, des rencontres, c'est avant tout des rencontres. Mais tout ça, je me dis, non, je vois bien sûr que non, ça me traverse même pas l'esprit que d'arrêter. Pourquoi on irait me voir sur Twitch? C'est une très bonne question. Non, il y a une période, par exemple, sur Twitch où j'étais beaucoup justement dans le traitement de l'actualité. C'est une période qui a duré longtemps et qui m'a un peu tirée vers le bas émotionnellement. Mais maintenant, je suis revenue un petit peu et je sais que les gens apprécient. Et je pense que ça correspond aussi... cette période-là, elle a correspondu aussi à une actualité qui était lourde. Donc forcément, on est en phase, on ne peut pas être hyper toujours dans le divertissement, pomper l'up sur des choses.
Mais j'ai envie de revenir, et je sais ce qui se passe, à des choses très légères. J'accepte aussi d'être dans ce que vous aimez appeler la culture du vide. C'est-à-dire que vraiment, il y a une espèce de truc où il y a eu un moment, tout le monde était en mode « Oh, mais la culture du vide et tout ». Mais ouais, c'est le divertissement, on en a aussi besoin. Je dis pas que c'est... Ouais, mais je pense qu'il y a un truc un peu essentiel, un peu être dans la superficialité. J'ai pas envie de fustiger ça, et non, je trouve ça trop bien. Donc, si vous voulez me voir, venez pour la culture du vide. Voilà, c'est la conclusion. Alors, j'ai lancé récemment un format qui s'appelle Un jour une meuf. Donc, c'est un format court sur les réseaux, qui est dispo un peu sur tous mes réseaux, qui est un format court d'à peu près 1 minute 30 en moyenne, donc un peu plus ou moins. C'est un format que j'ai lancé en mi-mai. Mi-mai, ouais, tout simplement. Ça correspondait alors justement à un moment où, j'allais dire, j'avais mon engagement, j'allais dire féministe, mais en tout cas des valeurs féministes qui me tenaient à cœur. Mais je remarquais que dans mon contenu, il y avait quelque chose juste de l'ordre de l'indignation, et que je trouvais très stérile. Enfin, en fait, je pense que l'indignation est nécessaire dans tout combat, hein. C'est même peut-être la base pour commencer justement après à se révolter d'une certaine manière. Mais moi, je restais beaucoup sur de la réaction, et justement, les gens réagissaient dans l'émotionnel à mes vidéos. Et le truc, c'est et après quoi. Enfin, une fois que j'ai dit Gérard Depardieu, il me dégoûte parce que ci, parce que ça. Enfin, je trouvais ça très stérile, et moi, ça me mettait dans une forme de frustration de mon contenu. Et j'arrivais un peu à bout de ça. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, OK, une fois que j'ai dit que les femmes il y a beaucoup de femmes qui sont invisibilisées à droite, à gauche, qu'elles méritent plus de visibilité. Une fois que j'ai fait ça, en fait, il se passe quoi? Donc, je prends le truc inverse et je me dis, il faut le faire de manière positive. Et en fait, c'est des portraits de femmes tous les jours, enfin, à raison de tous les 2 jours pour mon rythme de production, mais des portraits de femmes contemporaines, plus moins contemporaines. En 1 minute 30, je présente son parcours. Ça s'appelle Un jour une meuf, parce que le but, c'est que ça soit accessible, qu'on ne soit pas dans un ton académique. C'est une bonne introduction, c'est après on veut approfondir justement les recherches, et voilà, c'est un format de découverte et de vulgarisation. Cette meuf a tiré la carabine sur ses tableaux et elle a fini exposée dans des musées. Aujourd'hui, dans Un jour une meuf, on parle de Nikita Sinfal, une artiste pop féministe explosive. Il faut savoir que quand j'ai lancé le format Un jour une meuf, j'y croyais dur comme fer avant même de tourner le premier épisode, avant même de savoir de qui j'allais parler. Je me suis dit, je veux que ça marche. Je ferai effet bélier s'il faut, mais je veux que ça marche. J'adapterai, je modifierai tant que ça rentre pas dans l'algo d'une certaine manière. J'irai très rapidement en fait. Enfin, dès le premier épisode, j'ai eu des retours exclusivement positifs. Chose qui ne m'était jamais arrivée sur Internet jusque-là. C'était fou. Enfin, c'était fou pour moi. C'était pas grand-chose. Pour le moment, les gens connaissaient pas trop. Mais juste le fait que les gens verbalisent le fait qu'ils apprécient quelque chose sur Internet, moi, je trouve ça dingue. Non, mais je me dis, à l'ère où on est tous là à mettre des mauvais avis, enfin, qu'on a la spontanéité de mettre des mauvais avis, je sais pas, sur Amazon et tout comme ça, dès qu'on n'est pas content d'un truc, le fait que juste les gens, ça les pousse à verbaliser un truc positif, je me suis dit, mais c'est trop doux. Le monde va bien, là, d'un coup. Enfin, en tout cas, moi, dans ma bulle, c'était hyper encourageant et trop cool, ouais. C'est vrai qu'en fait, vous êtes déjà Un jour une meuf. Moi, c'est la première fois où justement, j'essaye de faire un travail de vulgarisation, qui est un vrai travail en soi de fond. Il y a la partie recherche. Alors, c'est bien parce que vraiment, c'est des gens qui tombent sur mes vidéos qui me demandent souvent, est-ce que tu peux parler d'une telle, et je n'ai quasiment jamais eu 2 noms de femmes qui sont ressortis, ce qui est dingue quand même. C'est-à-dire que mais je découvre des femmes, Non, mais c'est trop bien. Et en fait, ça vient donc selon mon humeur et les portraits qui, à ce moment-là, vont plus m'intéresser. Donc, il y a une partie recherche, surtout sur, évidemment, les portraits qui sont plus sensibles, j'allais dire, par rapport à l'histoire. Forcément, j'y mets beaucoup plus de temps et de cœur. Ensuite, il y a une partie, effectivement, rédaction de script, tournage, montage, et voilà. Après, heureusement, c'est des formats assez courts, donc ça se monte plus vite, évidemment, qu'un format long. Donc tout ça, c'est moi qui le fais et qui essaie d'avoir un rythme assez constant là-dessus. C'est trop bien parce que moi, je découvre, enfin, je suis la première en fait à découvrir des choses, et je pense que c'est comme n'importe quel travail de vulgarisation. On revient un peu à ce truc d'exposé presque d'école où j'essaye d'avoir une rigueur particulière. Alors déjà parce que je pense que c'est important de par le respect des portraits que je présente, mais aussi parce que je sais que je suis extrêmement attendue, d'autant plus étant une femme qui parle d'autres femmes. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs aussi qui regardent mes trucs
mes vidéos et qui sont prêts à bondir pour la moindre coquille et la moindre erreur. Je fais des coquilles, hein, ça arrive. Hein, encore une fois, je suis à échelle humaine. Mais voilà, j'essaye vraiment d'avoir le plus de rigueur possible pour éviter aussi de me faire attraper et pincer sur les choses. Ça, je m'en sors pas trop mal. Un post ou un contenu dont je suis plus fière, il y a 2 histoires qui ont marqué. Alors une où je m'attendais pas, et en plus elles sont très différentes. Il y en a une, c'est sur Susan Boyle. Hi, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Quand elle est montée sur scène, tout le monde a rigolé parce qu'elle avait 47 ans, qu'elle avait les cheveux mal coiffés, qu'elle portait une robe pas très Pinterest, mais quand elle a ouvert la bouche, alors ça a été le silence dans la salle. Je m'attendais pas en tout cas à cet engouement, mais je comprends en même temps parce que c'est une histoire qui est très touchante. Et la deuxième histoire, c'est celle de Harriet Tubman, qui est du coup une femme qui a subi l'esclavage et qui a sauvé plus de 700 personnes à s'en sortir. Elle aurait pu s'échapper et vivre sa vie, mais non, elle a décidé de revenir encore et encore pour libérer les autres. Aujourd'hui, dans Un jour une meuf, on va parler de Harriet Tubman. C'est une histoire qui m'a tellement émue. Je conseille le film qui s'appelle Harriet. Je crois qu'il est dispo sur Netflix. C'est hyper touchant. Il y a la BO du film qui est incroyable par Cynthia Erivo. J'avais une pression aussi, encore une fois, de raconter une histoire qui n'est pas celle de mes ancêtres et de le raconter avec, encore une fois, le plus de rigueur, de justesse possible, sans être dans quelque chose dans le pathos. Ça a été bien accueilli, franchement, je suis contente. Non, ce que j'aimerais plus voir sur Internet, franchement, en vrai, du contenu, j'allais dire du contenu positif, mais en même temps, je pense que c'est malhonnête comme réponse parce que ce qui justement permet aussi aujourd'hui d'avoir une visibilité sur ce qui se passe dans le monde, etc. Au contraire, c'est justement le fait qu'on dénonce plus les choses graves et qu'on soit moins dans l'omerta et dans le tabou de tout ça. Donc je pense que ça serait hyper une réponse de privilégié que de dire j'aimerais que tout ait du meilleur contenu, que ça soit plus doux et tout. Mais je vais avoir une autre réponse qui est peut-être tout aussi stéréotypée, mais des femmes. Non mais tout simplement avoir plus de femmes qui soient en tout cas mises en avant et qu'il y ait un vrai travail, surtout vis-à-vis des créatrices, de considération et de mise en avant. Moins d'images IA. Moi, c'est encore une fois très simple comme réponse, mais c'est vrai que je vois quand même les dérives et les dégâts que ça fait déjà maintenant sur l'information et tout, et essayer de faire en sorte que les personnes ont plus de discernement sur ce qu'ils consomment. Mon avenir sur Internet, ce que j'adore avec Internet, c'est que ça évolue, c'est hyper organique, c'est-à-dire que je ne fais pas du tout le même contenu que je faisais il y a 10 ans. En fait, c'est difficile de pouvoir définir ce que je ferai dans un futur lointain, parce que j'évoluerai, j'espère, avec comment les plateformes évoluent. Mais en tout cas, j'espère m'affirmer dans ce que je fais actuellement, parce que c'est dans ce quoi je m'épanouis le plus. Vraiment, Un jour une meuf, c'est trop bien. Et donc voilà, franchement, que ça aille dans ce sens-là.